qui a vraiment changé, c'est la digitalisation à très très grande échelle. Ouverture, clarification, enfin tous ces mots qui ont été très prisés dans les 15 ans qui viennent passer, on est en train de payer ça. La grande révolution actuellement, c'est les identités au sein de l'IA. Et il me disait que c'est pas tant, lui, la ségrégation des droits qui compte, c'est le fait que l'utilisateur, qu'il soit médecin, infirmière, il ait l'accès à l'information tout de suite, à l'instant T. On espère qu'un jour, le concept d'Identity Factory sera la cible de tous les grands clients. On dit ok, on va changer le système d'IAM et puis tout va bien marcher après. Alors qu'en fait, pas du tout. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des Tables Rondes des experts, l'émission cybersécurité de Risque Intel Média. Aujourd'hui, on va parler du futur des identités numériques. Pourquoi le statu quo est inenvisageable en 2026 ? Et ce soir, nous sommes en partenariat avec Memority. On va avoir 3 intervenants, 3 experts qui vont pouvoir répondre à mes questions, également aux vôtres. Alors, on va leur laisser la possibilité de se présenter, même si je ne doute pas que vous les connaissez déjà tous. Et je vais commencer par Gilles. Bonjour, bonjour Yasmine, Gilles Castéran, donc je suis le CEO et cofondateur de Memority. Alors Memority, Memority conçoit, développe et commercialise la solution Memority, qui est une plateforme de gestion des accès et des identités numériques. Et donc la mission globale, c'est de révolutionner, donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui, la façon dont on fait la gestion des accès et identités à travers sa plateforme et son concept d'Identity Factory. Et puis l'autre mission très très forte, c'est de devenir un champion européen. Merci. Alain ? Bonjour, donc moi je suis Alain Bouillet, je suis le délégué général du CESIN, un club que j'ai fondé en 2012, ancien CISO et de grands groupes français et américains également. Et la gestion des identités a toujours été un sujet de premium pour moi dans mon métier, parce que je considère que c'est vraiment un des fondements de la cybersécurité. De donner les bons accès aux bonnes personnes au bon moment. Merci. Jérôme ? Donc Jérôme Billois, moi je suis un des associés du cabinet Wavestone, spécialisé en cybersécurité. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Wavestone, on fait du conseil en management avec une forte composante cybersécurité, c'est 1000 personnes sur les 6000. Et on a une activité centrée justement sur la gestion d'identité, la gestion des accès, la confiance numérique. Et on aide les grandes entreprises à transformer tous ces concepts en réalité sur le terrain. Bien, parfait. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour parler justement de cette gestion des identités. Alors, j'ai envie de commencer par des attaques qui font un peu fureur, et puis vous me direz ce que vous en pensez depuis cet été. Donc, on a de nombreuses entreprises qui ont été touchées par des attaques efficaces qui contournent le processus de renouvellement de mots de passe du helpdesk et permet justement d'accéder à des services SaaS avec des comptes privilégiés. Donc, est-ce que ces attaques, finalement, qui passent pas par des emails classiques, c'est par mail de phishing comme on le connaît, comme on sensibilise, va devenir le futur justement de la cybersécurité ou des cyberattaques? Et puis j'en profite également pour poser la question au public, est-ce que vous pensez que ces attaques qui exploitent l'humain, qui est le maillon faible, on le répète à chaque fois, pas juste la tech, va devenir de plus en plus prégnant? On pourrait répondre oui, non, ou ça dépend. Puis je vous laisse justement y répondre. Alors effectivement, on a vu cet été une vague d'attaques qui a vraiment défrayé la chronique avec de très nombreuses fuites de données. Qui mettait en place un système qui paraît nouveau. En vrai, elle a été testée déjà depuis quelques années. Le groupe en question, Scattered Spider, avait commencé en 2023, mais là, ça s'est vraiment accéléré. Et ce sont des attaques qui n'utilisent pas les canaux d'attaque classiques. C'est-à-dire qu'on a l'habitude tous, l'email de phishing, la compromission d'un poste de travail, et puis finalement, on rebondit à l'intérieur du réseau. Là, pas du tout. C'est des attaques qui ont visé les systèmes de support informatique. Les attaquants ont appelé, se sont fait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Ils ont réussi à renouveler un mot de passe, ils ont réussi à faire changer les jetons d'authentification fortes, et ça leur a permis ensuite d'accéder à des systèmes cloud, typiquement des SaaS qui gèrent beaucoup de données clients, et puis d'extraire ces données. Et finalement, ces attaques, là on voit bien, elles n'ont pas touché l'infrastructure, ce qu'on essaye de protéger depuis des années avec beaucoup d'empilement, elles l'ont vraiment contourné, et elles ont vraiment joué sur des problématiques d'identité, d'accès, et également sur de l'accès aux données dans le cloud. Et donc ça montre finalement des chemins d'attaque auxquels on est moins habitué et auxquels il va vraiment falloir répondre. Donc voilà, pour compléter, ça montre l'importance de bien gérer les accès d'identité de façon très industrielle, et notamment pour mettre en place une sécurité qu'on dirait adaptative et en profondeur, de façon à ce même quand il y a usurpation d'identité, qu'en fait que ça réduise l'impact. Et d'ailleurs, ça montre, tu l'as bien cité, l'importance qu'il y a entre gérer les accès
et le périmètre d'identité, de droit d'habilitation, hein, qu'on ne peut pas dissocier, qu'on ne peut plus dissocier, notamment pour répondre à ces enjeux. Alors justement, Alain, tu le mentionnais un petit peu au départ, finalement la question de la gestion des identités, elle n'est pas nouvelle, on en parle depuis longtemps, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus comme une question d'avenir. Pourquoi ? En fait, on s'est d'abord intéressé, si on refait un peu d'histoire, on s'est d'abord intéressé aux accès des salariés. Et ça, c'était déjà très compliqué, hein, quand vous avez plusieurs dizaines de milliers de salariés, plusieurs milliers d'applications, plusieurs possibilités effectivement de droits d'accès, c'était déjà un chantier énorme. Ensuite, on s'est intéressé aux accès des gardiens du temple, hein, c'est-à-dire les informaticiens. Les bastions, et ça a été encore une autre difficulté parce que on avait évidemment des systèmes de gestion complètement différents, des cycles de vie, des identités complètement différentes. Et puis maintenant, on parle de plus en plus évidemment des clients. Il ne faut pas les oublier, les clients. Et eux, ils suivent un rythme complètement différent des deux autres. Donc quand vous mettez tout ça éventuellement sous une même plateforme, alors en effet, vous avez une complexité qui devient gigantesque, avec des problématiques, et je rajouterais évidemment tout ce qui est identité non humaine, hein, les machines, etc., on en parlera plus tard. Donc quand vous avez un tel spectre à gérer, là, vous partez pour une longue croisade en matière de mise en œuvre. On est vraiment passé je pense actuellement d'un modèle de sécurité, alors tu le disais Alain un peu dans l'historique, d'un modèle de sécurité qui était très statique. Finalement, on mettait des machines, on leur donnait une adresse et puis on gérait l'accès aux machines, aux serveurs. Et finalement, après, on est passé justement à l'identité des utilisateurs, comme tu l'évoquais. Mais là, on doit vraiment être quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus dynamique aujourd'hui, parce qu'on va vouloir gérer en direct l'accès aux données. Et on ne va pas vérifier l'accès une seule fois. On va vouloir à chaque fois qu'on accède à la donnée, vérifier qui veut accéder. Certes, c'est la première question, mais aussi où est-ce qu'il est, sa localisation, et puis le niveau de confiance qu'on va pouvoir faire à son environnement numérique. Est-ce qu'on fait confiance à son PC, est-ce qu'on fait confiance à son téléphone ou à sa tablette ? Et donc ça ajoute encore une dimension complémentaire à la problématique des trois grandes familles d'identités que tu évoquais, Alain. Et je rajouterais peut-être une difficulté qu'on n'a pas évoquée, c'est l'avènement du SaaS. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ou 15 ans, quand on faisait des projets IAM, on avait un périmètre applicatif relativement stable, même si parfois il était fourni, mais c'était un périmètre assez stable. Maintenant, avec des achats de logiciels en mode SaaS, je ne dis pas qu'on en change comme de chemise, mais quand même un peu. Et on a en face de soi, finalement, des fournisseurs qui vont avoir des process d'enrôlement des utilisateurs qui vont être complètement différents l'un à l'autre. Donc, du coup, rassembler tout ça sous la même bannière représente un travail de titan. Ouais, ce qui a vraiment changé, hein, c'est la digitalisation à très très grande échelle. Donc là, tu as cité le cloud, le move to cloud, mais la volonté de faire du cloud hybride, avec des approches de confiance, d'autres génériques. C'est l'arrivée de l'IA, et donc des agents autonomes et intelligents. C'est les objets connectés qui sont rentrés dans le système d'information, c'est la digitalisation de l'usine. Donc la digitalisation à très grande échelle, c'est aussi la digitalisation des workers, des cols bleus, qui change complètement. Le col bleu, il n'a pas son PC, il a un contexte d'accès au numérique qui est très très différent. Donc il y a tous ces événements, et donc ça a plusieurs impacts, mais c'est un impact aussi sur le fait que il y a prolifération de moyens de s'authentifier, il y a prolifération de types d'identités, on va citer, identités humaines, non humaines. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette exposition finalement au risque numérique fait qu'il y a des vrais sujets de cybersécurité. Vous en avez parlé très très bien, de protection, puisqu'une insécurité numérique associée à l'exposition qui est plus large. Et puis le troisième point, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que, en fait, tu parlais de confiance tout à l'heure quand tu parlais du cabinet. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, mais l'expérience utilisateur, quand elle est fluide, elle crée de la confiance. Une expérience monétaire qui est pauvre, elle crée de la défiance. Donc en même temps qu'on va protéger,
il faut en plus qu'on améliore l'expérience utilisateur. D'où l'importance d'ailleurs du sujet qu'on traite. On parle de la confiance, il y a la confiance que les régulateurs vont aussi chercher à avoir, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une pression très très forte au niveau des différentes réglementations, pour justement avoir cette confiance sur la manière dont les données sont protégées, alors que ce soit des données à caractère personnel, historiquement RGPD qu'on connaît tous, mais aujourd'hui nous on le voit sur le terrain, dans le secteur bancaire, la pression des régulateurs, elle se positionne aussi beaucoup sur cette gestion des identités et des accès, parce que c'est finalement un point vraiment clé des réglementations. Alors à chaque fois qu'il y a réglementation, conformité, mais même c'est le métier, purement métier, à chaque fois il y a un sujet de traçabilité, et donc on retrouve sur le sujet, et donc ça retire, en tout cas ça régénère des vrais sujets d'accès à l'identité. Alors, je vais partager la première réponse du public. Donc, je rappelle la question, ces attaques qui exploitent l'humain, le maillon faible, pas juste la tech, sont-elles l'avenir? Et donc, on a 81% des votants qui répondent oui, 4% seulement, donc c'est pas beaucoup qui répondent non, et 13% qui répondent ça dépend. Déjà, c'est des chiffres, qui vous paraissent cohérents? Oh bah oui, par contre, moi je suis pas trop d'accord avec le maillon faible. On dit toujours l'humain est le maillon faible. C'est vrai. Voilà, c'est le la premier faiblesse. rempart. Voilà, j'aurais plutôt cette approche du premier rempart. Et puis surtout, comme le disait Gilles, l'humain, il faut qu'on l'aide. À un moment, on ne peut pas demander à tout le monde d'être des experts cyber. C'est vrai. Et on ne peut pas demander à tout le monde d'être parfait. Moi-même, ça m'est arrivé de cliquer sur des liens de phishing. Alors pourtant, ça fait 20 ans que je suis dans le secteur. Donc voilà, je pense que, et justement, il y a un gros enjeu dans la gestion des identités, des accès, la fluidité qu'amène la confiance, et puis des choses simples, des choses qui vont être aussi accessibles par tous. Tu parlais des cols bleus, c'est un vrai enjeu aussi que d'arriver à faire des choses pour des gens dans les hôpitaux. Nous, on a travaillé sur des sujets, des infirmières, elles ont des gants, on ne va pas leur demander d'enlever les gants pour taper un mot de passe à 16 caractères. Non, ça marche pas. On avait travaillé aussi dans le secteur aérien, les techniciens qui font la maintenance des avions et qui doivent signer numériquement le fait que l'avion, oui, il est apte à voler, ils ont les mains pleines de cambouis. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir et pas voir l'humain comme la limite, mais vraiment voir l'humain comme celui qui va être au cœur du dispositif de gestion des identités des accès et qui va justement en profiter quelque part. Mais si on se repositionne du côté de l'utilisateur, les projets d'IAM ont souvent été ce que j'appelle des projets qui masquaient finalement cette grande misère des systèmes d'information, pas du tout pensés de façon ergonomique, pas du tout organisés pour que l'utilisateur il ait une vie facile. En fait, on a souvent mis bout à bout ou empilé des applicatifs sans se soucier que l'utilisateur devait se mémoriser 25 ou 50 mots de passe dans la journée. Donc, souvent aussi, ces projets-là ont été des projets qui permettaient de masquer cette difficulté et de rendre la vie des utilisateurs à peu près supportable, parce que à la fin de la journée, l'attaque de social engineering que tu décrivais, elle marche à donf parce que l'utilisateur il a une fiche à côté de son écran où il a inscrit tous les mots de passe de ses applicatifs. Donc il faut arriver en effet à la fois rendre tout ça fluide et que le bon accès soit effectivement donné à l'utilisateur, mais il faut que pour accéder à ces applications, il ait en gros un sésame unique, alors appelons-le comme on voudra, mais il faut arriver en effet à rendre tout ça supportable. Alors, j'aimerais qu'on passe sur la question du Zero Trust. Donc, l'ANSSI qui a sorti récemment justement un livre blanc sur la question pour donner des conseils d'implémentation. J'ai le sentiment, et je partage justement à l'écran donc la jaquette de ce livre blanc, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est assez gros, dantesque, vieux, et sur lequel pas tout le monde réussit vraiment à l'implémenter. Donc moi, ma question sur ce sujet, c'est est-ce que réellement on pourra un jour arriver à l'implémenter? Est-ce que c'est en passe de changer selon vous? Et je pose également la même question au public. Alors, est-ce que vous pensez que votre organisation pourrait mettre en place un modèle Zero Trust dans les 2 prochaines années? Alors déjà, je pense que vous avez prononcé le bon mot, modèle. Zero Trust, c'est pas une solution. C'est un modèle, c'est plusieurs solutions qu'on va déployer. Et la première d'entre elles, tout de même, les spécialistes s'accordent à dire que la première solution du Zero Trust, c'est justement de pouvoir truster l'utilisateur qui est derrière son écran grâce à des systèmes d'authentification forte, renforcée, MFA, appelons-le comme vous voulez, mais pour le coup, si on voulait effectivement marketer un peu tout ça, le Zero Trust, pour moi, il commence
par le principe de l'authentification. Donc, oui, le MFA, parce que c'est aujourd'hui la façon la plus populaire de mettre en place de l'authentification renforcée d'une manière assez simple. Le Zero Trust, je pense que tu l'as bien résumé, c'est un modèle. Et ce modèle de confiance dynamique, on va revérifier à chaque fois à qui on fait confiance et pourquoi, un peu ce que j'évoquais juste avant. C'est un changement vraiment en profondeur de l'ensemble du système d'information, parce que ça veut dire rapprocher aussi la sécurité de la donnée. Et historiquement, on a beaucoup protégé l'accès à l'infrastructure. On parlait du réseau interne, du réseau externe, comme on rentre à l'intérieur. Là, on pousse le cran d'après et on va dire à chaque fois que j'accède à une donnée ou à chaque fois que je fais appel à un service informatique, je vais vérifier l'identité, qui je suis, où je suis et quel est mon niveau de sécurité. Et ça veut dire qu'il faut tout faire évoluer dans le système d'information. Donc c'est très long. Et je pense que la logique du Big Bang est quasiment impossible. Les coûts seraient démentiels et on n'y arriverait pas. Moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est justement de la mise en place d'indicateurs de convergence. C'est-à-dire que dans le modèle Zero Trust, il y a des grands principes. On va faire rentrer ces principes dans ces dossiers d'architecture, dans les règles de sécurité. Et puis on va s'assurer que tout nouveau projet qui est mis en place va être conforme à ces principes Zero Trust, et on va mesurer une convergence progressive de l'ensemble du système d'information vers ce nouveau modèle. Et comme ça permet de faire un changement, finalement, dans la durée, petit à petit, sans épuiser tout le monde, parce que c'est un peu ce qu'on observe dans certains cas sur ces projets. Oui, moi je partage, et pour compléter, c'est que de toute façon, c'est pas tout à fait nouveau quand même, le modèle Zero Trust. Si on l'appelait différemment la dépérimétrisation il y a 15-20 ans. En 2006, le Jericho Forum, c'est vraiment l'origine de l'origine. Exactement. Et donc c'était la vision, et ça mettait d'ailleurs la gestion des accidentalités au cœur du sujet, déjà, avec une vision qui est la sécurité adaptative. Parce qu'on parlait du MFA comme moyen d'authentification, mais c'est un des moyens. On a des clients, c'est 9-10 façons de s'authentifier différemment, qui dépendent du contexte. Tu l'as cité, sur une plateforme offshore, on ne se connecte pas de la même manière que sur un PC. Il y a aussi le choix des utilisateurs. Tout le monde n'accepte pas de faire du MFA sur son téléphone. Il y a plein de raisons qui font qu'on arrive avec ces moyens. Mais ce qui est essentiel, c'est de l'adapter par rapport au contexte dans lequel on se connecte et à la criticité de la donnée, dont je reviens, et de l'application. Et donc, c'est ça qu'il faut implémenter. Donc, c'est vrai que dans les modèles, alors évidemment, je vais défendre le sujet qu'on traite aujourd'hui, mais quels que soient les modèles d'amélioration, et tu l'as très bien défini, s'interroger à faire de l'accès à l'identité une approche très industrialisée, on regarde tout ce qu'on a dit, paraît en fait essentiel. Et donc du coup, on peut le faire très progressivement après. Alors, je creuse un petit peu, parce que quand j'entends vos réponses, ce que j'entends, c'est que ça reste un gros morceau à mettre en place, que c'est pas simple, que c'est difficile, que ça demande des ressources humaines, que ça demande des ressources financières, j'imagine. Et donc moi, ma question, c'est est-ce que tout le monde finalement peut se permettre d'avoir ce type de modèle, ou est-ce que ça va être plutôt les grands groupes qui, eux, ont l'habitude justement d'avoir des moyens financiers, des process aussi en interne pour pouvoir mettre ce genre de choses en place, ce modèle en tout cas? En fait, je pense qu'il faut que tout le monde tende vers ce modèle, mais ce qu'il faut aussi, c'est que les éditeurs de solutions numériques l'implémentent. Et en fait, c'est pareil, ce modèle, il va se diffuser petit à petit. Et on voit quand même que justement, dans les solutions d'intelligence artificielle qui arrivent, il y a un certain nombre de concepts qui ont été mis dès le départ qui permettent de faire un certain nombre de choses. C'est pas parfait, mais donc, il y a pour voilà. Il y a, alors, oui, en tout cas, on voit que dans les systèmes qui sont conçus récemment et qui ont été bien conçus, on a le moyen finalement d'interfacer une application qui pourrait être acheté par n'importe quelle PME, avec des systèmes de gestion d'identité et d'accès qui vont justement pouvoir échanger sur « Ah oui, mais monsieur Untel, il a accès à ça. Ah mais attention, là, il va valider un ordre de virement, donc il faut que je lui redemande un jeton en plus, etc. » Et donc, je pense que pour une PME, effectivement, je ne vois pas une seule PME dans le monde qui se dit « Je lance un projet Zero Trust ». Ça n'aurait aucun sens. Par contre, c'est aux éditeurs de solutions numériques de mettre ça en place pour que l'arrivée du Zero Trust et des principes qui sont très positifs se répandent naturellement et que tout l'écosystème numérique suive. Et ça, je pense que c'est un vrai challenge. Il ne faut pas oublier que tout ça vient quand même d'un phénomène d'ouverture, c'est-à-dire qu'on a ouvert les systèmes d'information parfois aux 4 vents. Partage, ouverture, clarification, enfin tous ces mots qui ont été très prisés dans les 15 ans qui sont passés.
on est en train de payer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé des fournisseurs et de l'externalisation d'un certain nombre de dispositifs. Là aussi se posent des questions de gestion des identités et des accès avec des gens qui sont parfois à l'autre bout du monde et qui ne parlent pas votre langue. Et n'empêche qu'on a des utilisateurs, des êtres humains qui sont derrière un écran et qu'on a du mal à maîtriser. Donc, si vous voulez, ce phénomène de zéro trust remet un petit peu l'église au milieu du village. Parce qu'on ne peut pas impunément ouvrir son système d'information comme on l'a fait pendant des décennies, sans avoir en effet cette question de qui on trust. Le client, l'utilisateur, le fournisseur et tous les acteurs qui gravitent autour du système d'information. Comment on fait pour truster tout ce beau monde ? Effectivement, en menant des projets IAM ambitieux. Voilà, parce que en fait, pour avoir un côté positif de l'ouverture et de l'écosystème, la digitalisation à très grande échelle, c'est aussi le travail en écosystème. Et donc la notion d'entreprise étendue, et quels que soient les domaines aujourd'hui, fait qu'en fait, il y a une interopérabilité entre différents systèmes d'information. Et il y a bien des employés d'une autre société qui vont interagir. Et ça s'accélère fortement. Dès qu'on fait un écosystème dans le monde nucléaire, un écosystème dans le monde aéronautique, on voit qu'on a cette équation à résoudre, qui fait d'ailleurs, on ne l'a pas cité au début, mais qui fait aussi une grosse révolution sur la façon dont on va gérer les accès et les identités. On voit énormément de projets qui se focalisent que sur la partie partenariat, en fait. Voilà, donc le sujet est en effet très très prégnant aujourd'hui. Alors, je vais vous partager les réponses justement du sondage de la question juste avant. Donc, la question, je la rappelle, c'est selon vous, votre organisation pourrait-elle mettre en place un modèle Zero Trust complet dans les 2 prochaines années ? Donc, pour les oui, on a 47% de personnes qui sont convaincues que c'est possible. Pour les non, on a 47% aussi. Voilà, ils sont moitié-moitié. Et pour les ça dépend, voilà, c'est toujours le petit bout qui n'est pas certain, on a 5%. J'ai presque envie de dire qu'on est presque à moitié-moitié. Ça vous semble... Pourquoi Je trouve que c'est très positif. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que pour essayer de le faire sur le terrain, on est souvent sur des roadmaps qui sont plutôt de l'ordre de 5 ans et puis d'une migration d'une partie du système d'information. Ouais. Alors après, voilà, moi je suis dans des contextes de très grands ici, avec beaucoup d'historique et de choses qui sont un peu obsolètes, etc. Donc 2 ans, c'est très très bien. Ceux qui sont confiants, c'est parfait. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que on est souvent dans le Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on fait du zéro trust sans le savoir. Je veux dire, quand vous avez un projet de MFA, et pour le coup, un projet de MFA dans une ETI ou une PME, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que dans une multinationale répartie aux 4 coins du monde. Vous mettez en place un projet MFA dans une entreprise, vous avez déjà largement entamé le dispositif Zero Trust. Donc, faut pas non plus que je rassure les 47% qui sont encore dubitatifs. Faut pas non plus se faire une montagne, surtout. Encore une fois, quand on est dans une petite structure. Parce que dans une petite structure, déployer des solutions de sécurité quand vous avez 50 salariés, alors il faut déjà avoir les moyens de les acheter, ça je passe cette étape-là, mais c'est tout à fait abordable. Donc je pense que cette question qui est de dire oui, mais tout ça c'est réservé aux grands groupes, etc., non. Plus on est petit, finalement, si on a bien conscience du problème, et si on a les bonnes solutions, comme Memority, on peut faire avancer le concept du Zero Trust sans difficulté. Ouais, avec la précision que Alain a précisé le MFA, mais le MFA c'est une toute petite partie du sujet, que c'est pas forcément la panacée en termes de sécurité et de protection, parce qu'il y a beaucoup d'attaques sur le sujet, et qui encore une fois, ça reste un moyen d'authentification où il y a une interaction humaine. Et donc, dans ces moyens d'authentification d'interaction humaine, ça crée forcément en tout cas, ça crée un risque. Voilà. Mais donc, il n'y a pas que ça. Moi, je pense beaucoup qu'il y a des moyens d'authentification adaptatifs en fonction du contexte et du sujet qui sont à mettre en place, dont le MFA. Oui. Alors moi, ce que je propose, c'est que les 47% qui ont dit oui se rapprochent des 47% qui ont dit non pour partager des use cases. Comme ça, on va arriver à quasiment 100%. Alors, j'ai une question du public que je vais vous poser. Pour vous, c'est quoi le zéro trust de l'identité ? Le MFA est la solution, pas le problème. Alors, moi je donnerais la question inverse, c'est-à-dire qu'avant de se poser la question
de modèle Zero Trust, fait de la gestion des accès identité, mais au sens global du terme. Je gère les accès, tous les moyens d'authentification. Je mets des moyens d'authentification qui sont adaptés dans le contexte avec une approche de risque. Et puis je gère en même temps le cycle de vie de mes identités, les droits, les autorisations très finement et en temps réel. Ce qui fait que déjà, j'ai une grosse brique du Zero Trust qui est faite, qui n'est pas suffisante. Il y a derrière des choses autour du réseau, des choses, mais c'est déjà dans les étapes qu'on tu mentionnes. Celle-là me paraît très accessible et quasiment pour toute société de plus de 1000 personnes. Voilà, donc, et le MFA, encore une fois, n'est qu'une petite partie du sujet, et ce n'est pas forcément le Graal, parce que le MFA, par exemple, dans le cas où tu citais de l'hôpital ou des usines, je ne sais pas connecter, je ne sais pas de code, alors il faut des tablettes particulières, donc il n'y a pas, voilà. Okay. Alors, en tout début, je ne sais plus, je pense que c'est Alain, tu parlais justement des identités, et tu as fait une petite distinction, tu as parlé des identités clients, des identités collaborateurs. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux dans la façon de les traiter? Et puis toujours dans la continuité de cette question, comment on distingue et comment on traite, est-ce que c'est de la même manière, les identités non humaines, les identités humaines? Et peut-être revenir sur la définition aussi. Alors, le sujet client et utilisateur, enfin salarié ou prestataire, la question, c'est le cycle de vie. Enfin, l'enrôlement, l'utilisateur, il est embauché, on lui donne un PC, on lui donne le plus tôt possible ses accès. Ça peut durer des années, voire parfois des décennies. Il y a des questions de mouvement de l'utilisateur quand il va changer de service pour éviter le phénomène Kerviel, où je garde les accès de mon expérience d'avant et puis je commets l'irréparable. Ça, c'est un cycle de vie qu'on maîtrise parfaitement dans les projets IAM. Enfin, c'est avec évidemment un rôle important des ressources humaines, il ne faut pas les oublier dans tout ça, plus en effet tous les aspects contractuels avec les différents prestataires de services qu'on va enrôler, mais à peu près gérés dans le même cycle. Quand vous êtes client, je prends le retail par exemple, le client, il est client de Carrefour, il est client de Système U, il est client de Mousquetaire, etc. Il a un compte qu'il utilise ou qu'il n'utilise pas, et il ne faut surtout pas lui mettre de bâton dans les roues dans son système d'enrôlement, parce que l'abandon du client, enfin de la connexion cliente, plus le dispositif va être compliqué, et moins le client va aller au bout du dispositif. Et le client, lui, effectivement, il a un cycle de vie qui est complètement différent. Il peut changer de boutique, on ne le sait pas. Il ne dit pas quand coucou, je m'en vais, je vais de Leclerc à Système U. Je prends le retail parce que je pense que c'est le plus facile à comprendre, mais c'est pareil, je dirais, dans tous les domaines. Donc ce cycle de vie de l'identité et le nombre. On va parler de quelques centaines de milliers d'utilisateurs pour les plus grandes entreprises. On parlera de millions de clients pour certaines entreprises. Donc du coup, tout ce qui va toucher effectivement à cette gestion des identités clients est totalement différente. Et on ne va pas s'amuser à lui donner des profils, des accès, gérer ses accès contraires, etc. Tout ce qu'on veut, c'est que le client, il profite de nos services, et il faut lui rendre la vie la plus facile possible. Donc, là, pour le coup, pour moi, c'est évidemment, il y a IAM dans les deux, le C, voilà, mais pour moi, les cycles sont complètement différents. Alors, je prends un point de vue un peu différent, mais évidemment, je partage complètement sur l'usage. Et pour donner quelques chiffres, quand on fait de l'IM au sens employé, on va le mettre 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 sur un très grand groupe. On va gérer quand même 100 000, 2 000, 4 000 applications. Donc, c'est ça les échelles. Quand on va faire du SIAM consommateur, 1 million, 10 millions, 40 millions si on prend l'ensemble des consommateurs français, on va gérer 2, 3, 4 applications. Donc la volumétrie n'a rien à voir. Mais à la fin, quand je me mets de celui qui fournit les solutions pour gérer, je fais bien du cycle de vie d'identité, je crée des comptes, je sors, je dois garantir la sécurité des accès, je reprends le terme d'alors, l'expérience client doit être parfaite et complètement fluide, parce que là il y a la perte du chiffre d'affaires en fonction, chacun d'ailleurs d'entre nous a arrêté une transaction lorsque il fallait créer un compte ou remettre son mot de passe, donc il y a un vrai sujet. Donc à la fin en fait, les fonctions qu'il faut implémenter c'est les mêmes, elles s'implémentent différemment mais c'est les mêmes. Et c'est pareil
pour les partenaires, c'est pareil quand on prend les objets connectés. Nous, on a un grand client dans le constructeur automobile qui utilise le concept pour gérer les employés, comme on l'a dit, les partenaires, les concessionnaires dans le monde automobile, donc c'est des dizaines de millions. Et puis après, pour ouvrir sa voiture, il utilise les mêmes technologies, et c'est bien de l'accès, des périmètres de droit. Et donc nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que quand on a à traiter tous ces sujets-là, et qu'on a une entreprise, eh ben, c'est N solutions, il y a 2 grandes fonctions, 4 domaines d'usage, donc ça fait 8 solutions à mettre en place. La façon de rationaliser tout ça, c'est de prendre le concept d'un Identity Factory, mais qui va s'implémenter sur des cas d'usage différents, mais qui est capable de traiter tous ces cas d'usage. Alors, d'une part, ça mutualise et c'est l'avantage de la mutualisation, mais il y a surtout pénurie de compétences. Alors, on a Webstone qui a des belles équipes sur l'IAM. Merci. Mais néanmoins, il y a de plus en plus de projets, il y a beaucoup de projets, et donc il y a pénurie de compétences. Et donc, au bout d'un moment, s'appuyer sur des plateformes qui permettent de traiter l'ensemble de ces cas d'usage, c'est en effet très avantageux. Et ça réduit le coût de possession pour les clients, dans un moment où on réduit les coûts. Donc, d'où voilà l'intérêt de faire une Identity Factory et qui permettent de traiter tous ces cas d'usage également. Et ça touche aussi le sujet des identités non humaines qu'on n'a pas encore complètement touché. Alors avec les véhicules que tu évoquais, on ouvre un peu la porte. C'est toutes ces identités où on n'a pas une personne derrière. C'est ce qu'on a appelé historiquement les comptes de service, les comptes techniques dans le système d'information qui font que les serveurs peuvent redémarrer tout seuls et pouvoir continuer à travailler, etc. Et puis la grande révolution actuellement, c'est les identités au sein de l'IA avec les agents IA qui vont devoir aussi à un moment, de manière autonome, accéder à de l'information, la traiter, la renvoyer, la passer. Et là, il y a un enjeu énorme d'arriver à bien gérer ce nouveau type d'identité, donc l'identité des agents d'intelligence artificielle, et de voir comment on va le faire. Et aujourd'hui, ça bouillonne dans tous les sens. Alors, ça bouillonne dans l'IA de manière générale. Et là, on voit plein d'expérimentations. Nous, on a un client, ils ont décidé que chaque employé de la structure aurait un agent IA qui aurait les mêmes droits et les mêmes accès que lui, et qui pourrait faire tout ce qu'il fait aujourd'hui, et donc accéder à l'ensemble des informations. Ça, c'est une première approche, et franchement, c'est pas mal, parce que ça permet aux personnes de s'autonomiser aussi, parce qu'en même temps, ils ont associé ça avec des logiques de donner accès à des agents qu'on peut programmer en leur parlant, simplement, donc ça ouvre la voie à plein de choses et à plein d'expérimentations. Il y a une autre approche qui est de dire finalement je vais avoir des agents qui vont être très spécifiques, un agent pour une tâche métier, pour réserver des billets de train les meilleurs, accéder à telle ou telle donnée. Et donc ces agents-là, il va falloir qu'ils aient une identité aussi, qui va être liée à personne. Il va falloir qu'ils aient des accès à certains systèmes. Et là, ça ouvre une boîte, je dirais pas de Pandore, parce qu'on voit un peu comment faire. Aujourd'hui, il y a des problématiques qui vont manquer, c'est au niveau technologique, tous les protocoles sous-jacents qui permettent de transférer l'identité, de s'assurer que les accès aussi vont bien suivre, etc. Ça, c'est encore un peu en devenir, on va dire. Mais en tout cas, ça ouvre un chantier qui est absolument passionnant. Et je pense que les responsables de l'IAM, justement, doivent aujourd'hui vraiment aller voir les équipes d'IA, leur parler, leur demander, et qu'ils échangent pour qu'ils comprennent les problématiques d'un côté et de l'autre. C'est pour ça, pour compléter, le vrai enjeu de ce sujet-là, mais tu l'as très, très bien décrit, c'est à la fin, il faut être capable d'orchestrer et d'automatiser. C'est l'industrialisation de tout ça. Et en fait, c'est là le concept que nous on pousse, c'est à la fin, il faut industrialiser, c'est automatiser et orchestrer. Et c'est toujours tracer. le même type de fonction. Et donc tracer. Et donc il y aura des cas d'usage, il y en aura plein, toujours complexes. Mais à la fin, c'est des accès et des périmètres de droit, dans une complexité très très forte, mais qui a à gérer. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir ce que font les intelligences artificielles, parce qu'un LLM, son fonctionnement interne est complexe. Mais là où ça va être important, c'est quand même de pouvoir prouver ce que chaque LLM a fait, donc quelle requête il a envoyée, à quelles données il a accédé, quel traitement il a fait. Et là, c'est par la gestion de l'identité et des accès qu'on va pouvoir avoir des traces aussi de qu'est-ce qui a été fait quand, et de pouvoir remonter en cas d'investigation, en cas de problème, ce qui s'est passé en fait. Alors, du coup, ce que tu expliquais, Jérôme, ça explique un peu plus les chiffres que j'avais. Je le partage justement avec le public. Donc, des études qui montrent que le nombre d'identités non humaines est supérieur au nombre d'entités humaines qui existent dans les entreprises. Et je reprends le chiffre, c'est 4 sur 5 selon certains rapports. Et donc, si je reprends ce que tu m'as dit, ça veut bien dire qu'il va y avoir un changement dans la manière de gérer les identités, parce que les identités non humaines ne sont pas gérées de la même façon que les identités humaines. Lors d'une table ronde récente, pareil, sur la question des identités, j'ai un des experts autour de la table qui avait mentionné quelque chose en disant, là où le bas peut blesser, c'est parce que autant une personne humaine, on peut lui couper son accès, et ça s'arrête là, on peut gérer son identité.
Et puis elle a accès à certaines informations là où les identités non humaines peuvent collecter de la data continuellement et ça peut devenir donc un point de fuite de données. Si je l'explique correctement. Alors, on pourra toujours couper même l'accès à une identité non humaine. Et justement, ce qu'il faut, c'est être capable de le faire. Okay. Parce que le problème des identités non humaines, c'est qu'historiquement, elles étaient réparties partout dans le système d'information. On avait installé un serveur à gauche, un serveur à droite, on avait mis des comptes dessus, on a écrit ça dans un fichier. Et voilà. Et on n'arrivait pas à les suivre. Okay. Donc le risque de fuite, il est vraiment là. Le risque de fuite, il va être aussi avec les agents IA, où on sait qu'on va leur donner un cadre de fonctionnement, mais que si on les taquine un peu, on va pouvoir les faire sortir de ce cadre. Donc là, il y aura beaucoup d'alertes et de surveillance à avoir aussi, et justement des tentatives d'accès infructueuses d'une IA sur un certain nombre de données peuvent mettre la puce à l'oreille d'une attaque qui serait en cours ou d'un dysfonctionnement d'une IA. Donc il va falloir aussi augmenter la surveillance aujourd'hui des systèmes d'information qui se fait beaucoup sur l'infrastructure. On va surveiller l'accès Internet, les postes de travail, etc. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui que les systèmes de surveillance, les SOC, les Security Operations Center, se branchent beaucoup mieux sur les systèmes d'identité, déjà pour pouvoir investiguer quand il y a des attaques ou des problèmes plus facilement, mais aussi pour remonter beaucoup d'alertes. Et je pense qu'on a un peu les yeux fermés aujourd'hui sur ce volet-là. Alors, c'est un des enjeux, et c'est pour ça qu'encore je milite pour les accès identité au même endroit, parce que si on veut faire de la fraude à l'identité, c'est bien l'analyse comportementale, on parle des humains, mais les non-humains, c'est exactement ça. Et en plus, c'est comment ils vont échanger entre eux, qu'ils vont se passer des droits entre eux, et donc c'est ça qu'il va falloir contrôler. Et donc c'est là, je partage exactement ce qu'a dit Jérôme, c'est qu'il va falloir qu'on soit capable de détecter et d'avoir des informations d'accès à identité qui enrichissent le SOC de façon à tout corréler ça, parce que ça donne en plus une vision organisationnelle de cette identité. On sait d'où ça vient, on sait le rôle que les gens ont, donc on voit si le comportement il est normal ou anormal, en tout cas quel risque est associé. Alors, j'ai une question du public que j'ai sélectionnée, donc Sébastien qui demande, au fil du temps, arrivons-nous à repousser les limites de ce qu'on est capable d'implémenter pour respecter le principe de moindre privilège, à savoir attribuer les accès minimums et uniques pour la période de temps où il est nécessaire. Cela requiert une bonne agilité pour attribuer et retirer des accès rapidement. Votre point de vue sur ce sujet ? Just in time, just enough, c'est effectivement le Graal de la gestion des identités. C'est un Graal où il faut effectivement mettre beaucoup de moyens pour y arriver. Déjà pour bien définir finalement avec les métiers cette donnée, c'est combien de temps d'accès légitime. Il y a beaucoup de moments où on n'a pas de réponse à ce type de questions. Puis après, il faut que les systèmes techniques soient capables de fonctionner très rapidement pour pouvoir propager ça et être capable de gérer des fenêtres d'accès. Donc c'est le Graal. Je pense qu'on pourrait y arriver un jour, mais il y a encore un peu d'eau sous le pont. Ouais, je pense qu'il y a une question de simplification aussi, parce que moi qui ai travaillé dans le secteur financier, effectivement, on s'est mis des poids aux pieds en faisant des matrices d'incompatibilité, parce que si on a accès à ça, alors il ne faut pas qu'on ait accès à ça, etc. Construire des profils, enfin des choses extrêmement complexes, coûteuses et pratiquement ingérables au bout d'un moment. J'ai discuté l'autre jour avec quelqu'un qui s'occupait de projets IAM dans un hôpital. Et il me disait que c'est pas tant, lui, la ségrégation des droits qui compte. C'est le fait que l'utilisateur, qu'il soit médecin, infirmière, il ait l'accès à l'information tout de suite, à l'instant T. Et là, on rigole pas, ce sont des êtres humains, des vies qui sont en jeu. Et donc, cette question de... Moi, naïvement, je disais, alors, le médecin, il a les mêmes accès que l'infirmière ? Bah oui. Et alors ? Ils sont en contact avec le malade, ils ont les mêmes besoins, je dirais, en termes de droits. Donc ces questions de comment dirais-je, de gestion des accès qui nous a tant occupés et qui continue de nous occuper et qui occupera encore beaucoup mes successeurs, on ne la retrouve pas partout. Dans beaucoup d'endroits, c'est, quand on parlait tout à l'heure des plateformes pétrolières ou un milieu que je connais moins, mais je pense que le sujet n'est pas de savoir si on a bien fait la segregation of duty de deux types qui sont sur la plateforme. Les gars, ils travaillent ensemble et à mon avis, ils ont en effet les mêmes droits. Donc, on m'a toujours dit, moi, dans ma carrière d'informaticien, avant d'informatiser un process, simplifie-le. Et la plupart du temps, on ne fait pas ça. On informatise la difficulté, la complexité. Et là, je pense qu'on est arrivé au bout du modèle. Si on ne simplifie pas,
alors peut-être aux grandes dames de peut-être nos commissaires aux comptes et autres régulateurs, mais si on ne simplifie pas, je pense qu'on va droit dans le mur. Et on a parlé de l'IA tout à l'heure pour gérer les droits, les machins, mais l'IA pour nous aider à gérer tout ça, il va peut-être falloir qu'on en voit sous le capot, parce que, je veux dire, quand vous ajoutez le SIAM, les identités non numériques, les machines, les objets connectés, etc., on va se retrouver avec des centaines de millions d'objets à gérer dans chaque entreprise. Donc, à un moment donné, si on ne simplifie pas et si on n'automatise pas avec un peu d'IA, beaucoup d'IA même, dans le dispositif, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Alors, c'est là où l'introduction, ta conclusion est parfaite, parce que c'est là où on voit qu'on est en train de changer la façon de faire de la gestion des accès d'identité, parce que l'histoire des rôles, etc., qui est en fait finalement qui est un exercice qui n'a pas de fin, et qui, je pense même, n'est pas soluble. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on a les identités, les accès, et qu'on regarde les gens, s'ils ont vraiment accédé au système d'information ou pas, on peut le supprimer au bout d'un moment, on peut le remettre, et les algorithmes d'IA, finalement, sont hyper riches pour changer la façon dont on fait les accès. Donc nous, on fait des choses, par exemple, assez basiques, du style Jean remplace Henri. Est-ce que je donne les mêmes droits à Jean-Henri ? Oui, je donne les mêmes droits, mais quand je regarde à quoi il a accédé, il n'a pas accédé à ça depuis un an, donc je ne donne pas les droits. Et donc, on met des outils comme ça qui permettent de reconstruire finalement la réalité du terrain, les rôles et les accès réels. Et parce que la complexité quand même chez les clients, elle est vraiment réelle. Hein. Quand tu dis il faut arriver à simplifier, là, je parle sous contrôle d'un beau cabinet de conseil qui tente de le faire. On tente. Mais au bout d'un moment, et en plus parfois la complexité organisationnelle, et ça est nécessaire pour les gens parce qu'ils ont des fonctionnements différents, etc. Donc il y a ça aussi qu'il faut, le lien, en tout cas l'alignement de tous les processus de gestion des accès d'identité ou de gouvernance, comme on traite par rapport à la réalité du terrain, c'est aussi un enjeu important. Alors, je vais vous faire un petit retour d'expérience que j'ai eu avec un RSSI, donc je voulais vous poser la question. Je discutais avec lui d'une expérience qu'il a eue, parce qu'il avait implémenté un projet d'IAM, et le retour qu'il m'avait dit, c'est que ce projet l'avait traumatisé. Voilà. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous la poser également. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quand on remet à plat une architecture comme celle-ci pour la gestion des identités, quelles sont les difficultés ? En fait, la problématique, c'est que la gestion de l'identité des accès est souvent vue comme quelque chose de technique, de la tuyauterie profonde, et on dit ok, on va changer le système d'IAM et puis tout va bien marcher après. Alors qu'en fait, pas du tout. Je pense qu'il y a guère plus de systèmes transverses dans une entreprise que l'IAM. C'est un peu l'ERP de la DSI, l'IAM. Pourquoi ? Parce que ok, il y a un système technique central peut-être, mais il va falloir le raccorder à toutes les applications. Toutes les applications de l'entreprise pour que ça serve à quelque chose. Donc il va falloir ensuite parler avec tous les métiers de l'entreprise pour que justement on puisse collecter leurs besoins, les exigences, la réglementation, etc. Et puis derrière, on va devoir réfléchir à l'interaction avec tous les utilisateurs. Qu'en fait, on a un facteur démultiplicateur qui est absolument énorme. On va aussi travailler beaucoup avec des fonctions métiers comme les RH, pour justement les processus d'arrivée, de départ, de mobilité, avec les achats, pour gérer l'arrivée des prestataires qui viennent, etc. Voilà. Et donc, en fait, alors je pense que les RSSI aujourd'hui le savent bien, le voient bien, mais souvent l'entreprise ne le voit pas et l'entreprise ne le comprend pas. Et si on n'a pas une phase d'acculturation, d'explication qui remonte très haut dans l'entreprise, qui remonte à minima jusqu'à une compréhension très fine du DSI et d'un certain nombre de responsables métiers, le projet est pris par un angle technique et là c'est l'enfer sur terre. Et là ça dure des années. Ça n'en finit jamais et tout le monde pleure à la fin, quoi. Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais fait exactement la même réponse. Projet traumatisant. J'ai rarement planté des projets dans ma carrière, mais j'en ai planté au moins un, c'était un projet d'IAM. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, alors c'est peut-être aussi, l'époque était peut-être différente, mais c'était des sujets qui n'intéressaient personne. À commencer par les principaux sponsors à mes yeux que sont les RH, avant d'enrôler une direction de ressources humaines dans un projet d'IAM, il fallait se lever tôt. Je pense que les mentalités ont changé, les RSSI ont bien marqueté la chose,
Quand on parle du SIAM, quelque chose qui souvent concernait la direction commerciale, le marketing, etc., on est très, très loin des problématiques de DSI. Et du coup, tout ce petit monde s'est retrouvé en effervescence, avec en effet un gros paquet de cailloux devant la porte qu'il fallait essayer de pousser tant bien que mal. Alors, c'est vrai que on n'est pas rentré dans ce débat-là, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un projet qui doit être mené par le RSSI ? Une grande question. Ça a été traditionnellement un projet de sécurité, mais est-ce que ça l'est toujours au vu de tout ce qu'on vient de décrire, les objets, les clients, etc. Est-ce que c'est bien finalement un projet de RSSI ? Je pose la question, j'ai pas nécessairement un avis tranché sur la question, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ce soit un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise qui implique la direction commerciale, qui implique les ressources humaines, qui implique tout ce qui va être gestion des risques pour tous les aspects légaux, etc., faire réglementation. Et qu'à la limite, la DSI soit dans le coup ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, je vais être un peu violent, mais parce que la part finalement gérée par la DSI, elle est de plus en plus congrue, parce que effectivement, la DSI va s'occuper des bastions, des gestions des utilisateurs, des applicatifs, etc. Mais quand vous voyez aujourd'hui le bazar ambiant des systèmes d'information où il y en a de partout et chacun il va de son SAS, il faut un rassembleur de tout ça. Le projet IAM est un projet fédérateur en soi, évidemment. Mais voilà, est-ce que ça doit être un sujet DSI/RSSI ? On peut se poser la question. Alors, pour compléter, là, évidemment, je partage sur le projet entreprise, je pense que c'est le terme, et je partage, vous avez dit. Donc, le fait, le RSSI ou pas le RSSI, c'est est-ce qu'il veut prendre un projet d'entreprise ? Est-ce qu'il veut porter le projet entreprise avec au-delà de sa fonction de RSSI ? Parce que l'RSSI est une des parties prenantes, il y en a d'autres, on l'a cité. Donc ça, c'est le point, en effet, des raisons d'échec ou de traumatisme. Il y en a plusieurs. Il y en a un, et tu l'as très bien dit Jérôme, comme il embarque toute la stratégie du système d'information et qu'il faut raccorder dans le temps toutes les applications et on ne sait pas prédire les grands changements du système d'information. Donc on se retrouve sur des projets où on va se mettre d'accord sur la cible, on peut dessiner une cible, puis si on n'y arrive pas à 3 ans, on va la mettre à 5 ans et là on va être d'accord sur ce qu'il faut faire. On peut aller se mettre d'accord sur le premier périmètre, le premier palier qu'il y a à faire. On va définir. Mais après, tout ce qu'on va écrire sur le reste, la trajectoire, on est sûr, avec des événements qui sont désirés, un rachat d'une entreprise. Et c'est pour ça que, on le doit complètement à mon associé Francis Grégoire, qui a dirigé des activités de conseil et d'intégration pendant très très longtemps. On a bâti Memority sur cette vision-là. C'est-à-dire que on espère qu'un jour, le concept d'Identity Factory sera la cible de tous les grands clients, ou de tous les clients d'ailleurs, même moins grands. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la capacité qu'on a de traiter tous les cas d'usage et l'accès et l'identité dans la même plateforme, c'est qu'on se met d'accord sur la cible, on se met d'accord sur le palier 1, et après on va activer en fonction des événements qui vont arriver, et à chaque fois, par exemple, je peux citer un cas où on nous dit employé. Et puis après arrive la digitalisation grande échelle, et il faut l'école bleue. Ah, c'est hyper urgent. Ah oui, mais on ne traite pas pareil. Et puis, la sollicitation qu'ils ont sur cette information n'est pas la même. Donc, on retrouve des modèles, et en fait, grâce à une Identity Factory, plutôt que de décliner sur d'autres populations, ils décident l'école bleue et ils activent ça. Et donc, c'est ça, finalement, le fait que l'industrialiser, c'est aussi être capable d'avoir des plateformes qui répondent à ces gros enjeux de projets d'IM, qui sont des projets d'entreprise. Et la souplesse est hyper importante, parce que le nombre de cas possibles, effectivement, alors même sans aller dans la finesse des rôles, mais tu le citais, des acquisitions, des départs, du col bleu, de l'IA qui arrive, etc. C'est vrai que pour le coup, Memority est connu aussi pour avoir cette capacité à être adapté et assez souple, et on voit bien les racines d'où ça vient, qui font que c'est intéressant sur des périmètres qui sont extrêmement mouvants. Je pense qu'il ne faut jamais se dire, en entrant dans un projet IAM, il va finir là. En fait, après, la notion entre le build et le run, elle est extrêmement floue. Et en fait, les plateformes vivent en continu en fonction de la vie de l'entreprise. Après, pour compléter l'autre point aussi, je trouve, qui était des facteurs en tout cas, on n'a pas réuni un facteur de succès, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut une capacité de contextualisation et d'adaptation par rapport à des organisations, par rapport à des filiales, qui fait qu'il faut être capable d'avoir une vision globale, mais néanmoins d'être capable d'implémenter des complexités organisationnelles. Alors,
et tu l'as dit, on a envie de simplifier les processus avant de les digitaliser, mais on est en France, en Europe, et en général, il est parfois plus simple de digitaliser les processus et de faire un plan de simplification en même temps ou en parallèle, parce qu'on a évité le rejet de la solution, et donc c'est d'où d'ailleurs l'importance du métier de change qui est fait par les entreprises de conseil, parce que justement, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que l'approche cloud qu'on propose, elle permet de réduire le coût de la partie technologique, puisqu'on a dit que ce n'était pas un projet technologique, et de remettre des moyens sur toute la partie processus métier, accompagnement, change, qui sont des sujets essentiels. Alors, tu as rapidement frôlé le mot rachat, et donc je voulais revenir sur une actualité de cet été, puisqu'on a CyberArk qui a été racheté à 25 milliards par Palo Alto Networks. Donc, 25 milliards, c'est un gros chiffre, je trouve. Et donc, ça m'a fait me questionner. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des identités pour arriver à une valorisation comme celle-ci. Il se passe qu'aujourd'hui, il y a un mouvement plus large au sein de la cybersécurité qui vise justement à créer des grandes plateformes qui vont centraliser toutes les fonctions. Et Palo Alto est un des acteurs clés de ce mouvement de centralisation, avec d'autres. On peut citer des Microsoft, par exemple, qui poussent aussi énormément. Et un des manques criants chez Palo Alto, c'était la gestion des identités et des accès il y a quelques années. Et donc, ils ont fait déjà plusieurs rachats avant même CyberArk pour justement faire grossir leur plateforme et essayer de proposer une plateforme 360 degrés pour l'ensemble des problématiques de cybersécurité, dans une logique qui se comprend de rationalisation des coûts, qui peut être intéressante. Il faut faire attention après à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et à se retrouver coincé. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet ces temps-ci sur la table des CISO, des responsables cybersécurité, c'est de trouver le bon équilibre entre rationalisation, simplification, automatisation et encore de l'indépendance et d'avoir une indépendance numérique face à certains acteurs. Et je pense qu'il y a vraiment des réflexions sur justement le risque qu'on veut prendre en tant que RSSI sur ces outils à soi de dépendance et de largeur de couverture. Alors c'est un débat qu'on a souvent au CESIN, cette question de plateformisation justement. Alors plateformiser un dispositif d'IAM où on a plusieurs fonctions au sein d'une même plateforme, oui bien sûr. Mais plateformiser et avoir, comme tu le dis, tous ses œufs dans le même panier, c'est dangereux. Il y en a qui ont essayé, comme dirait l'autre, ils ont eu des problèmes. Les DSI ont fait que ça depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'ils ont acheté toutes les solutions GAFAM, pour ne pas les nommer. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on commence à avoir des questions d'indépendance, de souveraineté qui se posent? C'est très compliqué de se dépatouiller de ces systèmes qui font à peu près tout. Et là, on est en train de prendre exactement le même chemin dans la cyber. On nous a reproché pendant des années d'acheter des solutions disjointes, de pas architecturer tout ça, et d'avoir en effet une espèce de patchwork en matière de protection des entreprises. N'empêche que le patchwork, on est bien content de le trouver quand on nous dit peut-être que l'antivirus russe, là, au moment de l'invasion de l'Ukraine, c'est peut-être plus de bon ton de l'avoir dans son système d'information. Tous ceux qui avaient du Kaspersky, clairement, ont décommissionné au moment de la guerre en Ukraine en quelques semaines chrono. Décommissionner une plateforme comme Office 365 et la remplacer par une autre, ça va pas être la même chanson. Donc du coup, si on veut en effet se retrouver dans le piège dans lequel se sont fait enfermer les DSI aujourd'hui, en effet, mettons tous nos œufs dans le même panier et achetons du tout en un. Et après, effectivement, on pourra plus changer. Alors, j'exagère évidemment en disant ça. On est loin le Palo Alto, on est loin du modèle de Microsoft et où eux, ils ne fournissent que la partie cyber, puisque Microsoft fournit bien d'autres choses. Et souvent, le cyber, c'est un plus. Mais n'empêche que, au CESA en tout cas, on dit attention à ne pas rentrer dans ces modèles. Parce qu'après, il y a la question de l'enfermement, la question de la dépendance, mais il y a la question aussi du prix. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes enfermé dans une solution, l'éditeur, il peut vous imposer le prix qu'il veut. Bon.
effectivement. C'est pour ça que ce sujet-là montre quand même l'importance de l'identité, de l'accès dans le monde de la cybersécurité et pour un acteur comme Palo Alto, parce qu'en effet, ce n'est pas le seul rachat qu'il a fait. Hein, et ce qui vise, c'est l'identité non humaine aussi. Hein. Donc c'est très bien expliqué, hein, c'est le ratio qui est entre l'identité là et le Graal sur l'identité non humaine. Et donc j'aime beaucoup le rapprochement entre la gestion des actions-entités et l'histoire de l'autonomie ou l'indépendance, parce que c'est un vrai sujet. Ah, ça tombe bien, parce qu'on va aller dans un sujet adjacent à l'autonomie et l'indépendance, c'est celle de la souveraineté. Quand on parle de gestion des identités, est-ce que vous pensez que ça doit rentrer en compte, notamment dans le choix de la solution, la nationalité de la solution à choisir? On ne va pas vous dire le contraire. Moi, je vais quand même dire que la souveraineté... J'attends toujours la personne qui va me dire non. En fait, moi, je ne vais pas dire non, évidemment, mais la souveraineté, elle se regarde toujours sur le siège duquel on est assis et dans le contexte dans lequel on est. Parce qu'aujourd'hui, si on prend des groupes du CAC 40, des groupes du CAC 40, ils font plus de chiffre d'affaires aux États-Unis ou en Chine qu'en France. Et donc, à un moment, les autorités qui leur appuient dessus et qui leur disent « attention, il faut que vous soyez conformes avec ça », c'est les autorités américaines qui leur disent « je ne veux pas avoir un seul équipement chinois dans votre réseau ». De l'autre côté, ils ont les autorités chinoises qui leur disent « je ne veux voir aucun équipement américain ». Voilà. Et donc, quand les équipes qui vont gérer l'IAM sont assises aux États-Unis, elles vont vouloir mettre une solution américaine. Quand elles sont assises à Singapour, elles vont vouloir mettre une solution asiatique. Donc, c'est ça qui est compliqué, parce qu'on ne peut pas d'un seul coup décréter, parce qu'on a un groupe du CAC 40, qu'on va prendre des solutions françaises. Moi, ce que je regrette, par contre, clairement, c'est qu'on n'a pas assez de solutions européennes, parce que je pense que dans le futur, on va quand même aller vers un monde qui va être assez découplé en termes de systèmes d'information, avec, on voit bien, les États-Unis et la Chine d'un côté et de l'autre, et il faut qu'on ait des alternatives. Ouais. Et heureusement, Memority, sur le sujet de l'identité, en est une. Et il faut qu'on continue à avoir cette capacité à choisir et à définir justement quelle dépendance on veut avoir ou quelle dépendance on a la capacité à avoir dans telle ou telle zone. Mais pardon, mais le singe se mord la queue, parce que moi, le discours qui consiste à dire il n'y a pas d'alternative et donc je vais acheter les solutions, c'est parfaitement insupportable, parce que pourquoi il n'y a pas d'alternative ? Justement parce qu'on n'a pas donné les moyens aux entreprises de se développer en achetant leurs solutions. Hein. Donc là, on rentre dans un autre débat de souveraineté et il ne faut pas me brancher là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'IAM comme dans le reste, un peu d'autonomie, un peu d'indépendance ne fera de mal à personne. Parce qu'en effet... on voit bien en matière de cybersécurité, il y a quand même une richesse de solutions en France et en Europe assez impressionnante. Enfin, vous faites votre radar tous les ans, 165 startups en France qui existent et qui font des produits de cyber français. Donc, on voit bien que le tissu économique, l'innovation est très riche. Maintenant, ces solutions-là, il faut les acheter. Et il faut pour qu'elles se développent. Et je pense qu'on a cette chance, à la fois sur cette agilité dont je parlais tout à l'heure, pour changer finalement d'un produit vers un autre, parce qu'on n'est pas trop enfermé. Et en effet, le fait que on voit bien quand même une forte tendance aujourd'hui à nous rendre un peu transformés en colonie numérique des États-Unis. Si on pouvait commencer par la petite porte, par la cyber, ça ferait de mal à personne, et par l'identité numérique, bien évidemment. Et en tout cas, il y a des fonctions clés sur, par exemple, le chiffrement, où je pense qu'il faut absolument qu'on garde notre indépendance, parce que c'est quand même la protection des données, il faut qu'on garde cette compétence-là. La détection aussi des attaques, parce qu'il faut qu'on soit capable d'attribuer des attaques même à nos meilleurs amis et à nos meilleurs alliés. Donc voilà, et l'identité, parce que le jour où d'un seul coup, si on bloque l'identité, si la plateforme d'identité, elle s'arrête, il n'y a plus rien qui marche dans l'entreprise. On parle toujours des ransomware qui bloquent tous les ordinateurs, toutes les données. Si on bloque la plateforme d'identité, on ne peut plus accéder à rien. Donc voilà, il y a quelques endroits stratégiques où justement je pense qu'il faut de l'indépendance et... Oui, alors il y a deux niveaux d'indépendance. Il y a l'indépendance pour l'entreprise. Moi, j'invite comme les entreprises à isoler la gestion des actions-entités et de la sortir de leur système d'information de façon claire. Dès qu'on la donne à un des leaders que vous avez cité, c'est un moyen finalement de dépendance et qui vendent l'ensemble de ces solutions derrière. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont des stratégies de cloud hybride, mais qui ont donné leur identité à un des grands leaders, ils ne feront pas de stratégie, ils peuvent l'écrire, mais ils n'y arriveront pas à la déployer. Donc déjà, l'autonomie de chaque entreprise, avec une vision d'architecture d'entreprise, c'est d'isoler la gestion des actions-entités.
Et tu t'as dit un élément que nous, on n'est pas audible, mais je dois dire, c'est que en plus, le sortir et d'avoir une bonne connaissance des données d'accès identité pour mettre en place des algorithmes de fraude, lorsque aujourd'hui, on donne ces technologies à d'autres, ils entraînent leurs algorithmes d'IA sur de la fraude dans le contexte de données. Donc, moi, la première chose, déjà, j'ai envie de dire, avec Memority ou d'autres acteurs, pourquoi pas américains, mais j'ai envie de dire aux entreprises, isoler ce sujet-là, il est essentiel, c'est votre indépendance, autonomie de votre système d'information. À titre personnel, évidemment, et avec mes associés, si on a racheté Memority, une entreprise internationale, c'est parce qu'on a la forte conviction qu'on doit créer une industrie sur le sujet en Europe et qu'on est très engagé, puisqu'il y a 2 ans, on fait le rachat, il y a 2 mois, on fait une levée de fonds, et c'est un sujet essentiel. Mais on n'est pas audible, parce que là, on peut le dire sur le plateau, la réalité, c'est que nos plus grands clients, qui aujourd'hui utilisent Memority, c'est la recherche de performance. Ils veulent réduire les coûts de l'IAM, ils veulent aller beaucoup plus vite que ce que proposent nos concurrents, mais ce n'est pas en fait les grands opérateurs d'importance vitale, par exemple, qui sont aujourd'hui nos grands clients. C'est des gens en fait, qui sont... Donc en fait, nous, on est sur une approche où on se doit de faire une plateforme qui est plus riche fonctionnellement et plus performante que nos concurrents qui sont américains. Et la question de la souveraineté de l'autonomie, c'est le choix des grandes entreprises. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, et la volonté de réaliser, de construire, enfin en tout cas de développer de la tech en France, on a fait notre choix. Et on avait dire aux consommateurs maintenant d'aller dans le sujet, accompagnés par des belles entreprises de conseil. Mais justement, enfin, je confirme, hein, quand on fait des projets comme ça où on va identifier les besoins, on fait des appels d'offres, on reçoit des réponses, et puis après, il y a effectivement les critères de choix. Et c'est sûr que les critères de choix, surtout dans des grands groupes internationaux, c'est justement la présence dans le monde entier, la performance, le niveau de fonctionnalité, la difficulté de conduire le projet ou la facilité de conduire le projet. Et à l'échelle des grandes entreprises internationales, le critère de souveraineté, il a du mal à émerger. Mais d'ailleurs, nous, on se trouve dans la situation qui est très, très atypique. Hein. C'est-à-dire que si je compare mes grands concurrents, qui sont des leaders, ils font autour d'1 milliard pour certains et plusieurs milliards pour d'autres, en fait, nous, on a la chance d'avoir des références à très grande échelle internationale, hein, de grandes entreprises qui utilisent pour des volumes très incroyables, qui sont équivalentes. Donc en plus, on se retrouve, nous, dans un truc assez particulier, c'est qu'en plus, il y a rien qui empêche une entreprise de CAC 40, puisqu'on a une référence supérieure, à nous choisir. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le débat, voilà, il faut choisir français, parce que c'est pas du tout notre sujet. Nous, on a envie de dire, réfléchissez au concept d'Identity Factory et faites vos bons choix. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas la souveraineté, etc. C'est le choix du client. C'est le client qui doit s'interroger là-dessus. Alors, l'autre point, je vais préciser, parce que là, on parle de souveraineté, etc. Moi, l'enjeu en tant qu'entrepreneur qui me perturbe le plus, c'est ces 265 milliards. 265 milliards dépense l'Europe auprès des États-Unis, auprès d'entreprises américaines pour le cloud et le software. Donc, finalement, c'est de l'argent qui disparaît, c'est la valeur ajoutée qu'on n'a pas. C'est 80% de cette somme-là, elle part aux États-Unis, c'est 2 millions d'emplois qu'on crée aux États-Unis. À des moments, on est en train de dire il faut faire des réductions budgétaires, il faut créer de la richesse, au moins sur le digital. Et c'est un enjeu qui est d'ailleurs économique et sociétal avant d'être un enjeu de souveraineté. Alors j'arrive à la dernière question de cette émission. Donc, je vous partage justement un rapport du Césin. Donc Alain, tu pourras nous en dire un petit peu plus sur les mesures de sécurité que l'adoption de la solution telle que Single Sign-On, donc SSO, et le passwordless représente. Donc il représente une avancée significative dans la gestion des identités des accès. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est facilement implémentable? Oui. Parfait, c'est bon, on peut s'arrêter. Non, mais c'est vrai qu'on a traité un peu ce sujet-là au départ, sur la fluidité des accès, la facilité pour l'utilisateur, pour le client final. Le single sign-on, je me souviens, on faisait des projets de single sign-on en 2004-2005 qui consistaient à avoir un logiciel qui regardait en continu ce qui se passait à l'écran pour essayer de reconnaître l'endroit où on tapait le mot de passe et qu'il le mettait. Enfin, c'était des usines à gaz absolument catastrophiques qui marchaient très très mal. Maintenant, l'évolution technologique a permis quand même de simplifier tous ces mécanismes-là. Le passwordless aussi simplifie beaucoup avec de l'authentification sur le téléphone, avec des choses. Donc, et clairement, je pense qu'il faut qu'on y aille et qu'on continue sans prendre des risques démesurés. C'est toujours la même chose. Il faut bien faire son analyse de risque et se dire, pour accéder à ça, à ce moment-là, en étant cette personne-là, quel niveau de contrôle je veux avoir, et en n'ayant pas qu'une logique de risque d'un côté, mais aussi une logique de fluidité, de facilité pour l'utilisateur final, que ce soit un col blanc, un col bleu, un client ou un système technique.
La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Il n'y a qu'une question d'adoption par l'utilisateur, de moyens pour les mettre en œuvre. Mais toutes ces questions autour de passwordless, single sign-on, etc., les solutions sont là. C'est pas comme si on était devant un mur et sans savoir comment se dépatouiller avec le problème. Donc oui, enfin ça participe, tout ça participe en effet d'un renforcement de la cybersécurité. On voit bien quand même que l'objectif quand même des attaquants, pour 99,99% d'entre eux, c'est de récupérer un identifiant et un mot de passe et d'usurper une identité quelle qu'elle soit. Donc si vraiment on veut protéger l'entreprise, peut-être même avant toute chose, il faut s'occuper de ce problème-là. Alors, simplement pour donner une petite information, il y a un projet qui est magnifique sur ce sujet-là, qui sort dans les jours qui viennent, qui est porté par les 5 grandes banques françaises. Ça s'appelle le projet BeConnect. Et c'est la capacité pour les consommateurs, 40 millions de consommateurs français qui se connectent avec leur banque, de supprimer les phases de login mot de passe, d'authentification, dans 80% des cas, lorsqu'on va accéder à des sites e-commerce. Et donc ça, et en plus on démontre qu'il y a plus de protection. Donc l'entreprise BeConnect, c'est une entreprise qui a été fondée par ces 5 grandes banques. La technologie derrière, c'est Memority. Mais chacun d'entre vous, là, vous pouvez, en fonction de votre banque, vous vous enregistrez sur BeConnect ce soir, demain, et on verra dans les mois qui viennent la capacité à supprimer cet irritant. Et plus on le supprime, plus en plus on sécurise. Et comme on est avec 5 grandes banques françaises, en plus, on garantit qu'on respecte la conformité et le bon usage de nos données. Je crois que j'ai vu BeConnect. Je me demande s'ils ne sont pas en bas là, dans le salon cocktail pour nous en dire un peu plus. Pierre est présent ce soir. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Je remercie le public qui nous a suivis. Vous avez été nombreux, comme à chaque fois sur nos émissions, à commenter, à échanger. J'espère que le contenu vous a plu. Les réponses étaient pertinentes. Alors, ce soir, on était en partenariat avec Memority. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous connecter sur notre chaîne YouTube. Vous êtes déjà près de 60 000 à nous suivre sur YouTube. Donc, je vous revois là-bas et puis je vous dis surtout à la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Bonne soirée et au revoir.